Bonjour les cinquièmes, j'espère que tout se passe bien pour vous, que le confinement se passe pas trop difficilement. Je vous rappelle que pour l'instant, moi je vous donne des cours, vous vous inquiétez pas, les rendus, ils peuvent avoir un tout petit peu de retard, et bien entendu, vous prenez votre rythme pour suivre au fur et à mesure. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous faire une synthèse de ce qu'on a vu, nous, finalement, dans le travail sur les risques et les conséquences que ça peut avoir, notamment au niveau du changement climatique. Alors si on s'intéresse à ce phénomène-là, à ce style-là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui, vous en avez déjà traité une partie en SVT, notamment pour tout ce qui est vocabulaire. Donc je vous renvoie un petit peu au cours que vous avez eu avec Monsieur Bessy. C'est parti, on se lance. Allez, si on s'intéresse finalement à toutes les choses catastrophiques qui ont pu se passer dans le monde depuis les débuts de l'humanité, longtemps, les hommes ont été incapables de comprendre ce qui leur arrivait. C'est pour ça que, comme on l'a vu l'année dernière, ils ont commencé à créer les premières divinités pour expliquer les phénomènes naturels et tous les phénomènes finalement qu'ils ne comprenaient pas. Ces divinités, elles étaient aussi finalement un peu le bouc émissaire. À toutes les époques, à chaque fois qu'il se passait une peste, qu'il se passait une maladie, qu'il se passait une catastrophe, un naufrage, un tremblement de terre ou autre, on a considéré que c'était la volonté des dieux, souvent pour punir les hommes qui se seraient soit mal comportés, soit pour les punir finalement d'actions ou de valeurs qui n'étaient pas forcément les bonnes. Si on prend l'exemple du tremblement de terre de 1755 à Lisbonne, une grande partie de la ville a été dévastée par un raz-de-marée après le tremblement de terre, et dans tout le royaume, et même dans les royaumes voisins, en Espagne et en France, on avait considéré que les Portugais avaient sans doute été orgueilleux dans leur colonisation, s'étaient mal comportés et avaient été punis par Dieu. Avec l'émergence des sciences, avec l'émergence des connaissances plus pratiques, on a réussi à réaliser en partie les mécanismes de ces catastrophes. Les mécanismes qui poussent finalement à voir comment apparaît une catastrophe, comment elle évolue, quelles conséquences elle peut avoir. Donc on a réussi à anticiper un certain nombre d'entre elles, bien sûr pas toutes. On a réussi aussi parfois à trouver des solutions pour les contrecarrer ou pour réduire les dégâts qu'elles vont avoir. C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce chapitre-là. Et on va s'intéresser aussi à une catastrophe de plus en plus forte, c'est le changement climatique, qui nous concerne tous et qui vous concerne vous de plus en plus. Avant de voir tout ça, il faut qu'on replace une partie du vocabulaire que vous avez déjà vu. On va se servir de plusieurs mots que vous aviez en SVT, comme les mots aléa, enjeu, risque et catastrophe. Ces quatre mots-là sont les plus importants à comprendre. Alors si je commence par un aléa, c'est tout simplement quelque chose qui pose problème. Un aléa, ça peut être un volcan, ça peut être une voiture, ça peut être une casserole, ça peut être une tronçonneuse, ça peut être énormément de choses. À partir du moment où cet objet ou ce phénomène existe, il y a la possibilité qu'il y ait un risque. Le risque va s'adapter, ou ils vont s'adapter, en fonction de chacun de ces aléas. Si je reprends mon exemple du volcan, il peut y avoir une éruption volcanique. Il peut y avoir des nuées ardentes. Si je prends ma casserole, elle peut se renverser. Ou si elle est échauffée, elle peut vous ébouillanter. Il y a toujours une variable. Ou des variables. Un risque peut avoir finalement plusieurs façons de se manifester. L'enjeu, pour nous en tant que géographes, il est généralement de deux types. Le plus important de tous, c'est l'enjeu humain, à partir du moment où il y a des êtres humains à proximité d'un risque. Il peut parfois aussi être un enjeu qui sera non humain, qui sera plus matériel, des bâtiments, des structures, ou qui peuvent être des voies de communication ou des systèmes de communication. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, on va essayer de laisser ça un petit peu de côté. À partir du moment où ces trois facteurs sont mis en commun, l'aléa, l'enjeu et le risque, si le risque survient, là, bien entendu, on va parler de catastrophe. Donc, une catastrophe n'est pas automatique. C'est la possibilité qu'elle arrive. Si on s'intéresse aux différents risques, il faut comprendre que la plupart du temps, ils sont cycliques. C'est-à-dire qu'un risque, c'est vraiment une accumulation d'énergie. Et une fois que l'énergie arrive à son maximum, le risque devient une catastrophe et reprend petit à petit. Ça a quelque chose de très important pour nous, parce que ça veut dire que si on arrive à comprendre le cycle de ces risques, on peut évaluer quand une catastrophe
a le plus de chances de survenir. Pour nous aider, on a tous les écrits du passé, on a les sciences, et on essaie de tirer des conclusions à partir de ça. C'est vrai que si, dans les textes des anciens, on arrive à réaliser que tous les 50 ans, il y a au même endroit des inondations, on peut prévoir qu'il y en aura d'autres. Là où c'est plus compliqué, c'est si le cycle est beaucoup plus long. Si une catastrophe revient tous les 10 000, 20 000, 30 000 ans, voire tous les millions d'années. Là, on n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer. On part généralement du principe que plus la catastrophe revient souvent, moins elle sera violente, parce qu'elle n'a pas le temps d'accumuler assez d'énergie. Plus par contre le temps de latence est long, et là par contre les catastrophes auront des conséquences fortes, que ce soit dans des catastrophes qui causeront des vies humaines qui vont disparaître, ou un bilan matériel, c'est-à-dire des choses qui seront détruites et à reconstruire, ou des services. Donc on en a parlé tout à l'heure, apporter de la nourriture, ou avoir la possibilité de rejoindre une population avec des voies de communication. C'est l'exemple typique, quand en hiver, on peut avoir des congères qui bloquent un village, qui fait que pendant quelques jours, il n'est plus accessible. Ça, c'est aussi un exemple, finalement, de conséquences. Il y a un autre facteur qui va entrer en compte. Un facteur que vous avez peut-être vu, c'est ce qu'on va appeler la vulnérabilité. Est-ce qu'un être humain est plus ou moins vulnérable à un risque? C'est sûr que si je m'installe au pied d'un volcan qui rentre en éruption très régulièrement, ma vulnérabilité sera beaucoup plus forte que si je sais que ce volcan rentre en éruption tous les 200-300 ans et que je viens pour profiter finalement de la fertilité du sol ambiant. Si j'ai des moyens de me défendre, je serai moins vulnérable que si j'arrive et que je n'ai aucun moyen de construire. Alors attention, c'est pas toujours en fonction de l'argent, ça peut être aussi en fonction des techniques. Prenons l'exemple typique, construire des maisons sur des pilotis, comme on le fait dans beaucoup de communautés dans le monde, ça ne coûte pas énormément d'argent et pourtant ça peut bien vous protéger. Actuellement, on part du principe qu'il y a deux grands types de risques. Il va y avoir ce qu'on appellera les risques naturels, provoqués par la nature, c'est pas très compliqué. Ça va être les tremblements de terre, ça va être les incendies, ça va être des inondations. Et on va avoir ce qu'on appellera les risques technologiques, ceux qui sont provoqués par l'homme. Un accident de voiture, c'est l'homme qui a inventé la voiture, une explosion d'usine, puisque l'usine a été provoquée par l'homme, etc. Dans certains cas, une conséquence ou un risque peut être lié aux deux. Soit parce qu'il y avait déjà des inondations, mais que l'être humain, par son action, a aggravé cette situation-là, en bloquant notamment les arrivées ou les évacuations des eaux. Ou en ne prenant pas la peine, finalement, d'envisager qu'un risque peut avoir des conséquences. C'est le cas typique lors des inondations de Nîmes, il y a quand même maintenant quelques décennies. Si je prends deux exemples concrets, le premier, ça sera les inondations de la ville de Nîmes en 1988. Lors de ces inondations, la ville a été largement inondée parce qu'on s'est rendu compte que les égouts qu'on utilisait dans la ville pour évacuer les eaux usées, les eaux de surface, étaient finalement les mêmes qu'à l'époque romaine. Or, à cette époque, la ville était beaucoup plus petite. Donc depuis, il a fallu réaménager ce système-là. Si je prends un deuxième exemple, la ville de Joplin, aux États-Unis, a en 2011 été frappée de plein fouet par un certain nombre de tornades. Et ces tornades ont totalement ravagé le territoire. On s'est rendu compte donc que, en fonction de la catastrophe, les réponses qu'on va apporter ne seront pas les mêmes. Et donc il faut pouvoir s'adapter à chaque cas, ce qui peut coûter énormément d'argent. Donc tous les pays ne sont pas à égalité quand ils doivent lutter contre ces différents risques ou ces différentes catastrophes. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Malgré tout, on essaye au maximum de se protéger, même si on sait très bien que sauver des vies, c'est un enjeu essentiel, mais malgré tout, le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas empêcher totalement la survenue d'une catastrophe. Si on veut apprendre à gérer nos différentes crises, il faut se familiariser avec le risque, savoir ce qu'il est, quelles peuvent être les conséquences. Il faut donc soit s'adapter à la nature, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, soit on peut essayer de mettre en place des mesures pour contrer la catastrophe. On en avait parlé plusieurs fois l'année dernière. Lors des inondations de la Loire, en France, on a pris comme politique l'idée de faire des digues, donc des remblais de terre de chaque côté de la Loire pour protéger au maximum le territoire.
Ça, c'est une politique qui fonctionne, mais qui peut avoir ses limites aussi. La même politique a été mise en place à la Nouvelle-Orléans, avec des digues protectrices. Le problème, c'est qu'elles n'étaient pas entretenues. Donc, lorsqu'il y a eu la tempête Erika, les eaux sont engouffrées dans la ville de la Nouvelle-Orléans, et les digues qui étaient endommagées n'empêchaient plus l'eau de rentrer, par contre, freinaient la sortie de cette eau. Donc il faut être très, très attentif finalement aux méthodes qu'on emploie. C'est le même principe lorsqu'on veut lutter contre les risques de tremblement de terre. On met en place des immeubles antisismiques ou parasismiques, les deux termes sont acceptables. C'est-à-dire que votre bâtiment, au lieu d'être extrêmement rigide et de casser avec finalement les tensions faites sur la terre, il va avoir tendance un petit peu à bouger comme un petit élastique. Alors nous, on ne s'en rend pas compte, et pourtant il le fait, ce qui fait qu'il résistera beaucoup plus longtemps. Cette politique, elle coûte très très cher. Ce qui fait que beaucoup de pays n'ont pas les moyens de le mettre en place, et même dans les pays qui ont les moyens de le faire, parfois on ne le fait pas à cause du coût extrêmement élevé. L'exemple le plus frappant, c'est le Japon. Le Japon est un pays qui est très très largement frappé par les tremblements de terre. En théorie, tous les bâtiments devraient être parasismiques, et pourtant, l'année dernière, on en avait parlé, lors du tremblement de terre de Kobe, une partie de la ville s'est effondrée parce qu'on s'est rendu compte que les matériaux n'étaient pas les bons, et surtout les mesures n'avaient pas été à la hauteur du danger, parce qu'on avait voulu économiser une partie de l'argent. Vous allez me dire, quand il y a une catastrophe, on pourrait partir ailleurs. Ouais, ça serait la méthode la plus simple. Simplement, on va être très honnête. Vous, quand vous avez une maison, si vous avez un petit problème, même un gros problème parfois, votre premier réflexe, c'est pas de partir, parce que vous voulez conserver ce que vous possédez. Et la plupart des humains, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, même quand il y a une catastrophe, généralement, les humains reviennent, reconstruisent et s'adaptent. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ils vont essayer, dans le meilleur des cas, de s'adapter à la situation pour être mieux préparés la fois suivante. Si on peut se protéger avec des protections de construction, avec des protections de différents ordres, on peut avoir aussi des conséquences variables. C'est-à-dire que plus je serai préparé en ayant mis en place des protections structurelles, des bâtiments, des constructions, des murs, etc., plus il y a de risques que ces choses soient détruites. Par contre, ça devrait protéger des vies humaines. Donc, par principe, si je suis un pays relativement riche, je protégerai plus facilement mes hommes. Par contre, ça me coûtera cher de me construire. A l'inverse, si je n'ai pas de moyens, je ne perdrai pas grand-chose, mais par contre, les conséquences humaines risquent d'être beaucoup plus élevées. Et c'est le cas généralement dans les pays en voie de développement parce qu'ils n'ont pas les moyens de construire des structures suffisamment fortes. Gérer ces crises, ça implique aussi un certain nombre de politiques, de prévention, de moyens d'anticiper ces projets. C'est-à-dire que nos gouvernants sont censés mettre en place un certain nombre de choses pour anticiper le problème. En France, par exemple, il y a ce qu'on appelle le plan ORSEC, Organisation des secours, ce qui fait que pour toute catastrophe, quelle qu'elle soit, en principe, on est capable de réagir immédiatement, c'est les préfets qui se chargent de le faire au nom de l'État, et qui sont capables d'anticiper, de mettre en place des moyens. Vous vous entraînez, vous faites de la prévention. On fait les évacuations incendie, on fait les évacuations en cas de différents problèmes, et on a mis en place aussi les entraînements pour les confinements ou en cas de différentes attaques. Tout ça, ça doit être mis en place le plus fréquemment possible pour qu'on sache exactement comment on doit pouvoir se protéger. Nous, on le fait au moins une fois par trimestre pour chacun de ces risques-là. Si vous étiez au Japon, pour vous protéger du risque de tremblement de terre, pratiquement toutes les semaines, vous auriez un exercice qui est mis en place, c'est-à-dire que tout petit japonais, dès la maternelle, apprend tout de suite, dès qu'on lui dit problème de tremblement de terre, il fonce au fond de la salle, il récupère un de ses petits casques et il va se cacher sous une table. Alors vous allez me dire, une table, ça ne va pas vous protéger énormément lors d'un tremblement de terre si le bâtiment s'effondre sur vous. Oui, simplement le bâtiment va s'effondrer et avec la table, vous aurez sans doute une poche d'air pour tenir le plus longtemps possible. C'est pas résister immédiatement qui est toujours plus important, c'est pouvoir se préserver le temps que les secours interviennent et viennent vous sauver. Ainsi, la France a la meilleure brigade canine à ce niveau-là, qui est envoyée quasiment systématiquement lors des tremblements de terre au niveau mondial. Toujours dans le cadre de la prévention, l'idée c'est pas d'empêcher tous les risques, parce que ça on ne peut pas,
c'est de limiter l'ampleur qu'ils vont avoir et réduire la possibilité qu'une catastrophe survienne. L'exemple typique, vous avez passé il n'y a pas très longtemps finalement un exercice, un texte à trous sur la SSR. Ça, c'est la prévention routière. Donc vous aurez une autre vidéo la semaine prochaine où on retravaillera un petit peu sur ce que vous avez vu dans cet exercice-là. Mais l'idée, c'est de limiter au maximum les blessures, c'est de limiter au maximum les dégâts qui pourraient survenir. Bien, maintenant que nous avons vu finalement comment s'organiser les risques et les catastrophes en général, nous allons nous intéresser à l'un de ces problèmes, l'un de ces risques de plus en plus importants, qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est ce qu'on va appeler le changement global. Ce changement global, on en parle de plus en plus dans les médias, sous différents termes, réchauffement climatique, ça peut être catastrophe climatique, ça peut être tout simplement quand dans la rue, vous entendez des gens parler de le climat est déréglé. Ce changement global, il est lié aussi bien aux activités des hommes qu'à la pollution en général et à l'émission d'un certain nombre de gaz à effet de serre. Ces gaz, ils provoquent un réchauffement global de la planète. Ce réchauffement, il est lié au fait que ces gaz s'accumulent dans notre atmosphère et les UV du soleil sont bloqués dans notre atmosphère et donc s'accumulent et réchauffent de plus en plus la planète. Le climat, il est vraiment déréglé. On s'en rend compte, des étés de plus en plus chauds, des hivers où il y a de moins en moins de neige. Et ça peut avoir un certain nombre de conséquences, diverses et variées. Moi, pour l'instant, je vais m'intéresser à une seule de ces conséquences. C'est tout simplement la fonte des glaces. Ce qu'on va appeler nos banquises, dans le pôle Nord, pôle Sud, sur les pourtours finalement des deux cercles polaires. Et on va voir un petit peu les conséquences que ça peut avoir, qui explique aussi en partie pourquoi on va souvent dire, mais c'est pas vrai, le réchauffement climatique, il fait pas plus chaud qu'avant. Lorsqu'il y a ces fontes des glaces, il y a 3 grandes conséquences possibles. La première, tout bêtement, quand vous mettez des glaçons dans un verre, quand ils fondent, le niveau augmente. Donc déjà, première conséquence de cette fonte des glaces, il y a un rehaussement petit à petit du niveau de la mer, ce qui fait que les villes littorales, que certaines îles, sont en danger d'être inondées. Si vous écoutez un petit peu les infos, on vous dit que chaque année, finalement, la ville de Venise en Italie, dont on reparlera beaucoup l'année prochaine, est inondée de plus en plus régulièrement et de plus en plus souvent au cours de l'année. Certaines îles, à terme, sont appelées à disparaître, tout bêtement parce qu'elles n'ont pas un niveau suffisant pour éviter d'être submergées une grande partie de la journée. Il faut se protéger, mais ça coûte très cher. Deuxième conséquence de la fonte des glaces, et c'est pour ça que parfois on a des discours un petit peu distordants, c'est tout bêtement quand vous mettez un glaçon dans votre verre, le principe c'est de refroidir votre verre. Ce qui fait que la température moyenne dans les océans a tendance à diminuer petit à petit. C'est pour ça qu'on a l'impression parfois qu'il fait plus froid et non pas plus chaud. Alors ça c'est une conséquence qui est assez dramatique au niveau de la faune et de la flore, parce que les poissons, ils sont adaptés à une certaine température. Si vous avez des poissons à la maison, on vous dit toujours de ne pas rajouter d'un coup de l'eau chaude ou de l'eau froide. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire que petit à petit, ils ne sont pas adaptés aux nouvelles températures des océans et des mers. Donc, ils peuvent disparaître. Moins de poissons, moins de flore, ça a des conséquences. On vous dit souvent que l'Amazonie, c'est le poumon de l'humanité. Le vrai poumon de l'humanité, ce sont l'ensemble des océans. S'il n'y a plus les planctons à l'intérieur, ça veut dire qu'on ne va pas petit à petit renouveler notre oxygène. L'autre conséquence qui est liée à ça, c'est que la température de l'eau dans les fonds marins provoque des courants marins. Et ces courants permettent de se déplacer plus ou moins facilement dans les océans, certes, mais surtout ça va réchauffer ou rafraîchir en partie les températures et les climats sur nos littoraux. Vous connaissez peut-être le Gulf Stream, qui est donc ce grand courant marin qui longe l'Atlantique au niveau de l'Amérique, des Caraïbes et qui projette vers l'Afrique. Actuellement, il commence à être détraqué parce que les températures ne sont plus les mêmes. Donc ça peut avoir une incidence sur le climat, sur les littoraux qui encadrent finalement nos océans. Dernier élément lié à ce phénomène, si vous mettez de la glace, c'est de l'eau douce. Si elle fond dans les océans, c'est-à-dire que de l'eau douce se mélange à de l'eau salée. Donc le taux de sel, la salinité qu'on va avoir dans les mers et les océans, va diminuer aussi. Or là encore, les poissons sont habitués à une certaine quantité de sel pour pouvoir survivre. Donc tout ça,
ça peut avoir vraiment de très grosses conséquences. Dernière conséquence dont je n'ai pas parlé pour l'instant, qui n'est pas totalement inutile, je viens de vous le dire, c'est de l'eau douce. C'est-à-dire que nos réserves d'eau douce ont tendance petit à petit à disparaître et à devenir de l'eau salée, même si c'est de moins en moins salé. Tout ça, ça met en danger nos littoraux, mais même l'intérieur de nos continents, puisque ça va avoir des conséquences à plus ou moins long terme. Les activités humaines renforcent le changement climatique, renforcent le changement global, et va changer finalement petit à petit la globalité de nos climats sur l'ensemble de la planète. C'est à nous finalement de faire des efforts pour limiter au maximum notre dégradation sur l'environnement. Individuellement, c'est ce qu'on vous demande généralement de faire, mais c'est aussi au niveau des États, au niveau des industries. Chaque action a une conséquence. On a commencé à voir ça un petit peu en histoire. À chaque fois que je prends une décision, la conséquence que je vais avoir, elle est aussi sur le climat. L'exemple typique, si je coupe des arbres, certes je gagne de l'espace pour faire des cultures, mais en coupant les arbres, j'accélère l'érosion du sol et je ne protège plus ces sols. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois qu'il y aura une catastrophe, elle sera accentuée parce qu'auparavant j'ai décidé de couper les arbres. Donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir une stratégie sur du moyen et du long terme. C'est pour ça qu'on parle souvent de développement durable qui est un des piliers de ce qu'on appellera l'écologie. Le problème, c'est qu'on est tous inégaux face à ce changement global. On a parlé de vulnérabilité. Certains pays qui sont des littoraux sont en prise directe avec les conséquences. D'autres qui sont un peu moins exposés vont avoir des conséquences indirectes et donc peuvent se sentir beaucoup moins concernés. Pourtant, là encore, toutes les décisions qu'on prend touchent tout le monde. Si la France pollue, la pollution française ne reste pas en France. Elle se diffuse sur l'ensemble de la planète. Et actuellement, ce sont les pays riches, donc les pays développés, et un certain nombre de pays émergents, ceux qui deviennent riches, comme notamment la Chine ou l'Inde, qui polluent le plus dans le monde. C'est ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre, dont tout le monde profite. Et donc tout le monde souffre des catastrophes qui vont avec. Pourtant, les pays les plus pauvres, eux, ils ne profitent pas du fait d'avoir pollué pour faire de l'argent, et ils n'ont pas les moyens, déjà à la base, de lutter contre ça. C'est le cas du lac Tchad, qui se trouve dans une région de plus en plus désertifiée. Le climat devient très sec, très chaud. Le manque de végétaux qui ont été utilisés pour vivre, pour chauffer, pour se nourrir, fait que le désert avance de plus en plus. Et le lac a été pompé pour faire des cultures. Résultat, on a des zones où des millions de personnes se trouvent dans l'impossibilité de rester sur place, vont devoir bouger petit à petit dans leur territoire, puis dans les États voisins, et le cas échéant, aller beaucoup plus loin. On en parlera un tout petit peu plus loin. Les pays pauvres n'ont donc pas les moyens de réagir. Ils n'ont pas forcément les moyens de mettre en place des aménagements. C'est pour ça que ça implique qu'il faut qu'il y ait une coopération, des liens entre les différents États, notamment les plus riches et les plus pauvres. Tous les États du monde commencent à réaliser l'ampleur du changement global, mais ce n'est pas pour ça qu'ils veulent prendre leur part de responsabilité ou qu'ils veulent forcément s'impliquer fortement pour réduire leur empreinte carbone, par exemple, parce qu'ils savent que ça veut dire qu'il faut qu'ils perdent de l'argent ou qu'ils en dépensent, parfois même les deux. Les grands changements qui avaient été mis en place lors de la COP 21 à Paris avaient été de dire qu'il fallait qu'on réduise tous nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter que le climat global de la planète n'augmente pas de plus de 2 degrés d'ici 2050. Tout le monde pratiquement a signé, mais peu de pays mettent vraiment en place les mesures pour limiter ça, parce que ça réduit leur économie. Ce qui fait qu'on sait très bien que les 2 degrés, on va largement les dépasser. Sauf que 2 degrés dit comme ça paraît rien, mais à l'échelle de la planète, ça a de très lourdes conséquences. Tout le monde est en danger, et donc il faut que chacun puisse s'appliquer avec des technologies moins dangereuses, en adaptant des modes de vie pour qu'on puisse vivre avec les changements ou limiter les changements. Et le but, c'est aussi de sauver au maximum les espèces, les milieux. L'exemple typique, la mer d'Aral qui avait pratiquement disparu. Certains pays, certes des dictatures, mais ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient pour éviter qu'elle ne disparaisse totalement. Malgré tout, ça nous laisse un certain nombre d'inquiétudes très importantes. Le changement climatique, il a entraîné beaucoup de déplacements de population parce que dans certaines zones, on ne peut plus vivre, on ne peut plus faire pousser la nourriture. Ces populations, ils ne savent pas forcément où aller et on ne sait pas forcément comment les accueillir. Ces mouvements de migrants climatiques entraînent la création de camps pour pouvoir les placer,
dans des conditions sanitaires parfois déplorables, ça implique aussi que, à terme, qu'est-ce qu'on va faire de ces populations-là? Pour l'instant, au niveau global, de l'eau, on en a en grande quantité. Mais si vous avez bien écouté tout à l'heure, je vous ai expliqué que la quantité d'eau douce se réduit à cause de la fonte des glaces. Et aussi la qualité de l'eau se réduit à cause de la pollution. Donc, parfois, on peut rentrer en concurrence avec des conséquences qui peuvent être assez violentes pour le contrôle de certaines productions d'eau, pour avoir le contrôle finalement de points d'eau. La nature a elle aussi besoin de cette eau. Quand on commence à faire des choix, prendre l'eau pour nos cultures, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui n'ira plus pour les animaux ou pour la vie sauvage traditionnelle. Tout choix a une conséquence. Si on continue dans ce principe-là, la fonte des glaces pourrait avoir des conséquences assez désastreuses. Actuellement, on le vit avec la pandémie. Simplement, il ne faut pas oublier que dans le permafrost, c'est-à-dire dans les glaces qu'il y a dans le nord du Canada, dans le nord de la Russie, il y a un certain nombre de bactéries qui ont été piégées. Et si tout ça fond, est-ce que ça ne va pas se réveiller? Est-ce que ça va pas provoquer d'autres épidémies, d'autres pandémies? C'est compliqué de parler d'une seule voix, parce que si je reprends cet exemple de la fonte des glaces, certains pays sont intéressés par la fonte des glaces. La Russie, la Norvège, le Canada, les États-Unis, ce n'est pas les pays qui luttent le plus contre ça, parce que tout bêtement, eux, ils espèrent qu'une fois que les glaces auront fondu au niveau du pôle Nord, ils pourront faire passer des bateaux beaucoup plus facilement, et donc accroître leur économie. Ils pourront aussi plus facilement aller prélever du pétrole dans les fonds marins de cette région-là. Donc il faut arriver à leur faire comprendre la nécessité de s'impliquer pour le bien, pour l'intérêt de tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'important. Enfin, si on ne lutte pas contre le changement global, on va voir la disparition d'un certain nombre d'espèces animales, végétales. Or, on en a besoin, ne serait-ce que pour notre médecine, et aussi parce que, on y revient toujours, il y a la chaîne alimentaire. Si on fait sauter un des maillons de la chaîne alimentaire, ça déséquilibre l'ensemble. À un moment ou à un autre, l'homme, qui est lui-même lié à la biodiversité, pourrait, lui aussi, subir un certain nombre de conséquences. On vit en ce moment l'épidémie, la maladie qui est très contagieuse à un endroit donné, ou la pandémie, qui est une maladie contagieuse qui touche longtemps soit un continent, soit la Terre dans son ensemble, sont finalement des conséquences de ces différents changements globaux. Tout ceci nécessite une coopération. Un pays individuellement ne peut pas prendre des décisions pour tous. Et pourtant, il faut qu'on arrive à s'entendre. C'est le cas, pour l'instant, de l'Union européenne, qui doit s'entendre pour les questions européennes, mais même de l'ONU, qui doit pouvoir prendre des décisions pour tout le monde. Même si c'est compliqué, ça devient un impératif pour que l'être humain puisse vivre dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie de votre attention. Je vous libère pour la fin de la semaine. On reprendra d'ici 1 ou 2 jours quand on arrive à la fin du chapitre pour être sûr finalement que vous ayez le temps de vous remettre à jour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez tout ça par mail comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous et passez un bon week-end. Au revoir.